Et si ce que vous mangez chaque jour nourrissait silencieusement les cellules d'un cancer déjà en vous, sans que vous ne le sachiez, ce que je vais vous révéler pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la santé. Je suis le docteur Louis Marceau. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé la médecine dans un petit village du sud-ouest de la France. J'ai écouté des milliers de patients, palpé des centaines de ventres, regardé dans les yeux des hommes et des femmes qui souvent n'osaient pas poser la question qu'ils avaient sur le cœur. Et que je vais mourir, j'ai vu la peur, j'ai vu la colère et j'ai vu l'incompréhension. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai rangé mon stéthoscope, fermé pour la dernière fois mon cabinet médical et remis les clés à la mairie. Mais je ne peux pas rester silencieux, parce que j'ai appris, trop tard parfois, que certaines vérités essentielles ne sont pas enseignées dans les facultés de médecine. Et surtout, qu'elles ne sont presque jamais dites aux patients. L'une de ces vérités me hante encore. Le cancer commence souvent dans l'assiette. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Une patiente, Marie, 58 ans. Elle venait me voir pour des douleurs chroniques, des ballonnements, une fatigue qu'elle n'expliquait pas. Elle avait ce que beaucoup appellent une bonne hygiène de vie. Elle ne fumait pas, buvait peu, faisait de petites promenades. Et pourtant, son ventre était gonflé, ses analyses anormales, sa peau terne. 2 mois plus tard, le diagnostic est tombé, cancer de l'ovaire avancé. Elle m'a dit, d'une voix blanche, « Docteur, je ne comprends pas. Je faisais tout ce qu'il fallait. » Et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais la nourriture n'a été aussi abondante, et pourtant jamais elle n'a été aussi toxique pour notre santé. L'industrie agroalimentaire nous a vendu des illusions emballées dans du plastique brillant. Céréales du petit déjeuner, jus de fruits 100% pur jus, plats préparés, équilibrés, barres énergétiques pleines de sucre déguisé. Et nous, sans le savoir, nous avons nourri nos inflammations, nos déséquilibres hormonaux, nos cellules précancéreuses. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cellules cancéreuses ont une particularité terrifiante. Elles raffolent du sucre, du glucose plus précisément. Elles en consomment jusqu'à 10 fois plus que les cellules saines. C'est leur carburant. Et chaque fois que vous buvez un soda, que vous croquez dans un biscuit industriel ou que vous mangez du pain blanc, vous leur donnez ce qu'elles attendent, de quoi proliférer. Je sais que ces mots peuvent choquer, mais il faut qu'ils choquent, parce que tant que nous continuerons à croire que le cancer est un accident, un hasard, une fatalité inscrite dans nos gènes, nous resterons impuissants. Le cancer est une maladie du terrain. Il se développe dans un corps affaibli, inflammé, saturé de toxines, privé de défense naturelle. Et ce terrain, vous le façonnez chaque jour, 3 fois par jour, avec votre fourchette. Je ne suis pas ici pour vendre des pilules miracles ni pour vous faire peur inutilement, mais pour vous transmettre ce que j'ai compris après des années de pratique et de regrets. Notre alimentation peut être notre plus grand poison ou notre premier médicament. C'est un choix, mais un choix qu'on ne peut faire que lorsqu'on est informé. Dans cette série de vidéos, je vais vous révéler les 10 aliments les plus puissants validés par la science pour prévenir le cancer, renforcer votre immunité et aider votre corps à se régénérer naturellement. Vous en avez peut-être déjà certains dans votre cuisine, mais c'est la manière de les utiliser qui fait toute la différence. Je vais vous expliquer comment les combiner, quand les consommer et comment en tirer le maximum de bénéfices. Je vous parlerai aussi des erreurs courantes, ce que 90% des gens font mal en croyant bien faire, ce que l'on croit sain mais qui en réalité abîme silencieusement notre santé cellulaire. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une faveur à vous demander. Si ce que je viens de vous dire vous a interpellé, si vous sentez que ce sujet est important, si vous pensez que la santé mérite mieux que des solutions à court terme, alors abonnez-vous à cette chaîne. Cela me donne la force de continuer à partager, à investiguer, à vulgariser, pour que chacun puisse reprendre le pouvoir sur sa santé. Un simple clic, mais un geste qui pour moi compte énormément. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quelle est la plus grande source d'énergie des cellules cancéreuses? A. Les graisses saturées des produits animaux. B. Le sucre sous forme de glucose. Écrivez votre réponse en commentaire avec la lettre A ou B. Et surtout, restez avec moi.
Ce que je vais vous révéler dans la prochaine vidéo pourrait changer à jamais votre façon de voir votre assiette. Quand j'ai commencé la médecine, il y a plus de 40 ans, on m'avait appris à reconnaître les symptômes, à poser des diagnostics, à prescrire des traitements. Mais on parlait très peu, trop peu, de prévention véritable. Bien sûr, on mentionnait le tabac, l'alcool, un peu d'exercice. Mais ce que j'ai compris au fil des décennies, dans la pratique quotidienne, dans le regard inquiet des patients, ce que j'ai découvert presque à contre-cœur, c'est que notre mode de vie, et en particulier notre alimentation, est au cœur de tout. Ce n'est pas un détail, c'est le point de départ, et c'est aussi, parfois, le point de bascule. Aujourd'hui, je suis à la retraite, et j'ai le privilège de pouvoir dire les choses comme je les pense, sans crainte de choquer ni de plaire. Je ne suis plus là pour plaire, je suis là pour transmettre, parce qu'à mes yeux, la prévention ne devrait plus être un conseil vague donné à la fin d'une consultation. Elle devrait être un pilier fondamental de notre système de santé. Je vous le dis en toute franchise. On pourrait éviter des milliers de cas de cancer chaque année en modifiant notre manière de manger, de bouger, de vivre. Et cette vérité, je l'ai vue s'imposer devant moi à travers les examens sanguins, les diagnostics tardifs, les récidives, les larmes. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons collectivement, c'est de croire que le cancer c'est quelque chose qui arrive, comme un orage qu'on n'a pas vu venir. En réalité, le cancer se prépare. Parfois pendant des années, dans l'ombre, dans un corps surchargé, inflammé, fatigué, et trop souvent, dans un silence médical gêné, parce qu'on préfère traiter que prévenir, parce que ça va plus vite, parce que ça coûte moins cher, à court terme, parce que c'est ce que les protocoles dictent. Mais moi, je veux vous parler d'autre chose, d'un chemin parallèle que trop peu de gens explorent, un chemin lent mais sûr. Celui de la nutrition cellulaire. Voyez-vous, le corps humain est une merveille d'intelligence. Il sait se réparer, il sait se défendre, il sait reconnaître les cellules anormales et les éliminer. Mais pour cela, il lui faut les bons matériaux, les bons outils. Et cela ne vient pas de la chimie, cela vient de la nature, du vivant, de ce que nous décidons ou non de mettre dans notre assiette. Je me souviens d'un patient, Gérard, 65 ans, ancien ouvrier du bâtiment, il n'avait jamais été malade. Une force de la nature, disait-il. Et puis, un jour, une toux persistante, une perte de poids inexpliquée. Le verdict, cancer du poumon. Il m'a demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Mais en y repensant, je sais aujourd'hui que ce n'était pas un événement. C'était une accumulation. Des années de sandwich vite avalés, de soda glacé pour se désaltérer, de plats industriels réchauffés sans réfléchir. Le corps n'oublie rien. Chaque aliment que nous consommons envoie un signal, un message biochimique, soit il renforce nos défenses, soit il affaiblit nos cellules, soit il nettoie, soit il encrasse. Il n'y a pas de neutralité. Et voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de médicaments pour commencer à changer les choses. Vous avez besoin d'informations et de volonté. L'alimentation n'est pas un régime à la mode, c'est un acte médical quotidien. C'est la première ordonnance que vous vous écrivez vous-même, chaque jour, 3 fois par jour. Je parle ici d'aliments simples, pas de super aliments exotiques venus de l'autre bout du monde. Je parle de produits que vos grands-parents cultivaient peut-être dans leur jardin, l'ail, les oignons, les lentilles, les flocons d'avoine, les herbes, les fruits rouges, le citron. Ces aliments ont été étudiés, validés, testés en laboratoire. Ils contiennent des molécules puissantes, des antioxydants, des composés anti-inflammatoires, des agents de réparation cellulaire. Mais personne ne vous le dit. Pourquoi ? Parce que la prévention ne rapporte rien à court terme. Parce qu'il est plus rentable de traiter une tumeur que d'enseigner à éviter qu'elle n'apparaisse. Parce que personne ne gagne de l'argent à vous voir croquer une gousse d'ail tous les matins. Et pourtant, l'impact est immense. Prenez un seul exemple. L'inflammation chronique, c'est un tueur silencieux. Elle ne fait pas de bruit, mais elle prépare le terrain. Et que disent les études? Que certaines épices comme le curcuma, certaines graines comme le quinoa ou l'amarante, certaines fibres comme celles des flocons d'avoine réduisent considérablement cette inflammation de fond. Que les fruits rouges, riches en anthocyanes, protègent l'ADN contre les mutations. Que l'ail, consommé cru,
active des enzymes de détoxification au niveau du foie. Ce ne sont pas des croyances, ce sont des faits publiés, scientifiques, solides. Et pourtant, trop de patients continuaient à mourir sans jamais avoir entendu parler de cela. Alors aujourd'hui, en tant que médecin, en tant qu'homme, en tant que père, je veux vous inviter à reprendre le pouvoir, non pas à devenir obsessionnel, ni à craindre chaque aliment, mais à ouvrir les yeux, à comprendre que vous avez un levier formidable entre vos mains et que chaque repas peut être un pas vers la santé ou vers la maladie. Dans la prochaine partie, je vous présenterai un à un ces 10 aliments que j'ai choisis avec rigueur, non pas pour leur effet spectaculaire, mais pour leur action constante, discrète, cumulative. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de tout changer. Il suffit parfois de commencer quelque part, peut-être par un verre d'eau tiède au citron, peut-être par une cuillère de curcuma dans une soupe, peut-être par une poignée de lentilles dans une salade. Mais surtout, commencez. Parce que la maladie, elle, ne vous attendra pas. En tant que médecin ayant exercé pendant plus de 4 décennies, j'ai souvent été confronté à cette question posée avec une inquiétude sincère. « Docteur, qu'est-ce que je devrais manger pour rester en bonne santé ?» Ce qui me frappait, c'était le désarroi dans les yeux des patients. Non pas qu'il manquait de volonté, mais parce qu'il manquait de repères. Dans un monde saturé de messages contradictoires, d'effets de mode, de régimes miracles et de produits industriels enrichis de tout et de rien, le bon sens a perdu sa voix. Aujourd'hui, je vais vous parler avec simplicité. Pas de discours marketing, pas de théories farfelues, mais des aliments concrets, réels. Ceux qui, d'après les recherches les plus sérieuses, ont le pouvoir de soutenir le corps, de renforcer l'immunité et parfois même de ralentir des processus aussi graves que le développement tumoral. Et ce sont des aliments que vous connaissez déjà. Peut-être que vous les avez même dans vos placards, sans savoir qu'ils portent en eux une force immense. Je vais vous les présenter un à un, mais pas comme on lit une liste dans un magazine. Je vais vous en parler comme je les ai prescrits, comme je les ai vus agir, comme je les ai recommandés à mes propres enfants. Commençons par ce que j'appelle souvent l'or jaune de la santé. Le curcuma, cette racine modeste originaire d'Asie, contient un composé appelé curcumine, dont les propriétés anti-inflammatoires sont parmi les plus puissantes connues à ce jour. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la curcumine agit aussi comme anti-angiogénique. Elle empêche les tumeurs de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins, les privant ainsi de nutriments. C'est comme si on leur coupait les vivres. Mais attention, consommée seule, la curcumine est mal absorbée. Il faut l'associer à une pincée de poivre noir. Ce simple geste multiplie son efficacité par 2000. Chaque fois que j'ajoute du curcuma à ma soupe, je pense à cette petite victoire silencieuse. Le quinoa, lui, m'a toujours fasciné. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une céréale mais une graine. Et elle contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui est rare dans le monde végétal. Cela signifie qu'elle participe activement à la réparation cellulaire. Mais plus encore, le quinoa est riche en quercétine et kaempférol, 2 antioxydants qui réduisent l'inflammation chronique, ce terreau fertile pour les maladies dégénératives. Ce que j'aime dans le quinoa, c'est sa simplicité. Une fois bien rincé, il se cuisine comme du riz, mais il nourrit plus profondément. Je vous parle maintenant d'un allié ancestral que nos grands-parents utilisaient sans même connaître ses secrets, l'ail. Lorsqu'on écrase une gousse d'ail, un composé chimique se forme, l'allicine. Ce composé agit comme un antibactérien, un antifongique, mais aussi et surtout comme un modulateur immunitaire. Il aide le corps à détecter et neutraliser les cellules anormales. Mais il faut le respecter, une gousse d'ail hachée doit reposer 10 minutes avant cuisson. Ce délai permet à l'allicine de se former pleinement. Un geste simple mais essentiel. J'ai souvent dit à mes patients, si vous ne retenez qu'un seul conseil, écrasez votre ail et laissez-le respirer. Parlons maintenant d'un aliment que la plupart des Français consomment sans vraiment y prêter attention, les flocons d'avoine. Leur richesse en bêta-glucane, des fibres solubles, fait d'eux des protecteurs naturels du côlon. Ils nettoient les parois intestinales, favorisent une bonne flore microbienne et réduisent le taux de sucre dans le sang. Tout cela contribue à diminuer le risque de certains cancers, en particulier ceux liés à l'intestin ou au métabolisme.
Quand un patient me disait qu'il sautait le petit déjeuner, je lui parlais toujours d'un simple bol d'avoine, avec quelques graines, un fruit frais, un filet de citron. Ce n'est pas une recette magique, mais c'est un socle. Un autre trésor oublié, l'amarante. Peu connue en Europe, cette graine ancienne contient une molécule appelée squalène, qui joue un rôle dans la protection cellulaire, en particulier dans le cadre de cancers hormonodépendants comme celui du sein ou de la prostate. L'amarante est aussi une bonne source de protéines végétales et de minéraux essentiels. J'aime dire qu'elle nourrit en profondeur, pas seulement le corps, mais aussi le terrain. Et puis, il y a les fruits rouges, fraises, framboisées, myrtilles, cérices. Ces petites merveilles colorées contiennent des anthocyanes, des pigments qui agissent comme des boucliers contre les dommages oxydatifs. Ils aident à protéger l'ADN, freinent les processus inflammatoires et soutiennent les cellules immunitaires. Mais attention, là encore, les jus pasteurisés du commerce n'ont rien à voir avec la consommation du fruit entier. Le sucre concentré y est souvent plus dangereux que bénéfique. Croquer la vie, pas le marketing. Un autre compagnon fidèle, l'oignon, surtout consommé cru. Il contient lui aussi de la quercétine, ce flavonoïde qui renforce les membranes cellulaires, limite l'inflammation et inhibe certaines enzymes favorisant la prolifération tumorale. Je recommande souvent de l'ajouter finement coupé à une salade ou un plat encore tiède, pour préserver sa puissance. Je n'oublie pas les lentilles, ces perles modestes que l'on croit parfois réservées aux menus économiques. Quelle erreur! Les lentilles sont riches en fibres, en fer végétal, en protéines, et elles ont un indice glycémique bas, ce qui stabilise la glycémie et réduit le risque de cancer lié à l'insuline, comme celui du pancréas. C'est un aliment que je considère comme fondamental pour la santé métabolique. Dans la même famille, les haricots de Lima méritent une mention spéciale. Non seulement ils apportent des protéines et du fer, mais ils aident aussi à réguler la flore intestinale et à réduire l'inflammation chronique. Ce sont des gardiens silencieux de notre immunité. Enfin, le citron. Ce fruit acide au goût, mais alcalinisant dans le corps, est une source exceptionnelle de vitamine C et de flavonoïdes comme l'hespéridine. Il soutient le foie, stimule les enzymes digestives et aide à neutraliser les radicaux libres. Un simple verre d'eau tiède citronnée le matin peut devenir un rituel d'une richesse insoupçonnée. Tous ces aliments sont puissants, mais pas spectaculaires. Ils n'agissent pas comme une chimio ou un bistouri. Ils agissent par l'accumulation, la constance, la patience. Ce sont des bâtisseurs. Et dans un monde qui cherche la solution immédiate, je crois plus que jamais à ces remèdes de fond. Je vous invite à les redécouvrir, à les aimer, à les intégrer dans vos repas quotidiens. Pas comme des contraintes, mais comme des alliés. Car au fond, la santé n'est pas un état passager. C'est une relation que vous entretenez avec votre corps, avec la nature et avec votre assiette. En tant que médecin ayant consacré ma vie à soigner les corps et écouter les âmes, j'ai appris une chose essentielle que l'on n'enseigne pas dans les amphithéâtres des facultés de médecine. La façon dont nous consommons les aliments est aussi importante que les aliments eux-mêmes. J'ai vu tant de patients sincères, investis, qui adoptaient des aliments excellents mais qui, faute d'en connaître les subtilités, passaient à côté de leur potentiel thérapeutique. Et parfois, pire encore, ils en annulaient involontairement les bienfaits. C'est une vérité que j'aimerais graver dans chaque cuisine de France. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais comment vous le mangez, qui fait la différence. Prenons l'exemple du curcuma, ce précieux allié contre l'inflammation et les cellules anormales. Je l'ai vu trôner dans de nombreuses armoires, utilisé avec bonne volonté dans des soupes ou des sauces. Mais sans la présence du poivre noir, sans la pipérine qu'il contient, la curcumine, principe actif du curcuma, est à peine absorbée par l'organisme. On parle ici d'une efficacité réduite à néant. Ce simple détail, l'ajout d'une pincée de poivre, peut transformer un geste alimentaire ordinaire en acte préventif profond. Et pourtant, combien de fois ai-je entendu « Je prends du curcuma tous les jours, docteur, mais je ne ressens aucun effet ». Un autre exemple marquant est celui de l'ail. L'alicine, ce composé aux propriétés anticancéreuses si précieuses, n'apparaît qu'après avoir écrasé l'ail et l'avoir laissé reposer 10 à 15 minutes à l'air libre.
Trop de personnes jettent immédiatement leur ail dans la poêle chaude, croyant bien faire, alors qu'elles détruisent, sans le savoir, la molécule qu'elles recherchent. J'ai pris l'habitude de dire à mes patients, l'ail, c'est comme un bon vin. Il faut lui laisser le temps de respirer. Et que dire des jus de fruits? Dans la croyance populaire, un verre de jus d'orange est un symbole de vitalité, de santé. Mais la réalité est plus nuancée. En extrayant le jus, on retire la fibre, ce filtre naturel qui régule l'absorption du sucre. Ce qui reste, c'est un concentré sucré qui provoque des pics de glycémie, alimente l'inflammation et fatigue le pancréas. Là encore, le problème n'est pas le fruit, mais la manière dont il est laissé consommer. Croquer dans une pomme ou une poignée de myrtilles entières, c'est nourrir le corps avec équilibre. Boire leur jus, c'est souvent nourrir le déséquilibre. Je pourrais aussi vous parler du quinoa, que certains jettent directement dans l'eau bouillante sans le rincer. Or, cette graine est entourée d'une substance appelée saponine, un composé amer qui, en plus de nuire à la digestion, peut limiter l'absorption de certains nutriments. Un simple rinçage à l'eau claire, sous un filet durant 2 minutes, suffit pourtant à le rendre plus doux, plus digeste, plus assimilable. Ce geste anodin, négligé par beaucoup, fait toute la différence. Et que dire des légumineuses comme les lentilles ou les haricots de Lima? On les considère parfois comme lourdes, difficiles à digérer. Et c'est vrai, si on oublie de les faire tremper plusieurs heures, voire toute une nuit, avant de les cuire doucement. Ce trempage permet d'éliminer certains composés qui provoquent des fermentations intestinales. Et il libère des enzymes qui rendent leurs nutriments plus biodisponibles. Là encore, ce n'est pas la nature de l'aliment qui pose problème, mais l'impatience de notre époque qui veut tout vite, tout prêt, tout transformer. Je repense souvent à cette patiente Jeanne, une femme brillante, ancienne professeure, qui avait à cœur de bien manger. Elle lisait, s'informait, préparait ses repas elle-même. Et pourtant, elle souffrait de ballonnements chroniques, de fatigue inexpliquée. Ensemble, nous avons réexaminé ses habitudes, non pas dans le choix des aliments, car ils étaient excellents, mais dans leur préparation. Elle consommait son ail trop vite après l'avoir coupé. Elle achetait des flocons d'avoine instantanés, chargés en sucre caché. Elle croyait bien faire en pressant des jus de fruits maison chaque matin. En corrigeant quelques gestes simples, sa digestion s'est améliorée, son énergie est revenue. Et elle m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je croyais que je vieillissais, mais en fait, je m'intoxiquais doucement. » Ces erreurs sont compréhensibles. Le monde moderne nous a désappris les gestes de bon sens, ceux que nos aînés connaissaient sans les nommer. On a remplacé les traditions par des slogans, les recettes par des emballages, les saisons par des surgelés, mais ce n'est pas irréversible. Il suffit de réapprendre à respecter les aliments, à les écouter, à leur donner le temps et l'espace d'exprimer leur plein potentiel. J'aimerais vous encourager à ralentir, à revenir à la cuisine, pas comme une corvée, mais comme un acte de soin, à considérer chaque ingrédient comme un partenaire, à vous poser la question avant de manger, est-ce que ce geste me nourrit ou me fragilise? Car la vérité, c'est que la manière dont vous préparez vos repas est déjà une forme de médecine. Une médecine douce, invisible, mais puissante. Une médecine du quotidien, accessible, libre, enracinée dans l'attention et la connaissance. Et si vous deviez retenir un principe de tout ce que je viens de dire, ce serait celui-ci. La santé ne se trouve pas dans le spectaculaire, mais dans les détails. Ce sont ces petits gestes répétés, jour après jour, qui avec le temps modifient le terrain de votre corps, apaisent vos inflammations, soutiennent vos cellules et renforcent vos défenses. Rien n'est magique, mais tout est possible, à condition d'apprendre à consommer avec intelligence. Aujourd'hui retraité, je continue pourtant de veiller, d'observer, d'écouter, non plus depuis un cabinet, mais avec le recul que seul le temps peut offrir. Et ce que j'observe autour de moi m'inquiète autant qu'il me donne de l'espoir. Je vois d'un côté une société fatiguée, anxieuse, malade bien trop jeune. Et de l'autre, je vois des femmes et des hommes qui cherchent à comprendre, à reprendre leur santé en main, à retrouver un équilibre que notre mode de vie moderne a égaré. Et ce que je leur dis, inlassablement, c'est que la première des médecines est là, sous leurs yeux, chaque jour, dans leur assiette. Cette vérité,
pourtant si simple, est souvent relégué au second plan. On lui préfère les solutions rapides, les traitements puissants, les promesses clinquantes. Mais on oublie que le corps humain est avant tout un organisme vivant, évolutif, sensible à son environnement, à ses apports, à ses carences. Ce que nous consommons ne disparaît pas dans un trou noir, cela devient notre sang, nos tissus, nos cellules, cela devient nous. Dans tout ce que j'ai appris, vécu, vu, une chose s'est imposée avec une clarté absolue. La santé n'est pas un état ponctuel, mais une relation continue. Et cette relation, elle se tisse dans les petits gestes du quotidien. À chaque repas, nous avons la possibilité de construire ou d'abîmer. Ce n'est pas une fatalité, c'est une responsabilité, certes, mais aussi une chance. J'ai connu des patients brisés par la maladie, qui avaient pourtant toutes les ressources pour l'éviter. Non pas par négligence, mais par ignorance. Personne ne leur avait dit que leurs habitudes alimentaires, leur routine, leur silence préparaient un terrain fertile aux inflammations, aux dérèglements, à la dégénérescence cellulaire. Ils faisaient confiance. Comme on m'a appris à le faire moi-même autrefois, avant que la pratique ne me révèle une réalité plus vaste, plus humaine, plus subtile. Je me souviens d'Henri, un homme solide, grand lecteur de journaux, sceptique face aux discours, alternatif, comme il disait. Il avait été opéré d'un cancer colorectal et me demandait, une fois la chimio terminée, « Que puis-je faire maintenant, docteur, pour que ça ne revienne pas ?» J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai répondu « Manger autrement, penser autrement, vivre autrement ». Il a souri, un peu ironique, mais il a essayé. Lentement, en remplaçant son café du matin par une tisane au gingembre, en mettant de l'ail cru dans ses salades, en cuisinant à l'huile d'olive au lieu de la margarine, en mangeant moins mais mieux. Quelques mois plus tard, il me disait qu'il dormait mieux, digérait mieux, pensait plus clairement. Je crois, docteur, que j'ai compris ce que veut dire être vivant. Ce témoignage m'a bouleversé, parce qu'il illustre ce que j'essaie de transmettre depuis tant d'années. Le corps humain peut renaître, se réparer, se réinventer, dès lors qu'on lui en donne les moyens. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des processus biologiques naturels, mais ils ont besoin d'un environnement favorable. Cet environnement, vous le créez avec ce que vous mettez dans votre assiette, avec les heures auxquelles vous mangez, avec le calme ou le stress dans lequel vous prenez vos repas. Vous le façonnez aussi avec vos pensées, vos émotions, vos relations. C'est un tout. Et ce tout, nous l'avons trop longtemps fragmenté. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez la paix avec votre santé. Pas à travers la peur, ni la culpabilité, mais à travers la conscience. Vous n'avez pas besoin de tout changer en un jour. Mais vous pouvez commencer. Commencez par reconnaître que votre cuisine peut devenir votre pharmacie, que votre temps de repas peut devenir un moment de soin, que vos aliments peuvent en devenir vos alliés les plus puissants. Je ne vous demande pas de suivre un régime strict, ni de compter les calories, ni de vous priver de tout plaisir. Je vous invite à observer, à ressentir, à écouter, à choisir des produits bruts, de saison, colorés, à les préparer avec soin, à les associer intelligemment, à prendre le temps. Car oui, il faut du temps pour bien se nourrir. Mais ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps gagné sur la maladie, sur la fatigue, sur le vieillissement prématuré. Et surtout, je veux que vous vous rappeliez ceci. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. La prévention n'est pas un luxe. C'est une sagesse ancienne que la science confirme, que la vie valide et que chacun peut retrouver. Ce pouvoir, il commence par une décision, celle de ne plus laisser votre santé au hasard, celle de vous engager pour vous-même avec tendresse, avec lucidité, avec confiance. Alors, posez-vous cette question simple mais essentielle. Et si je commençais aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, avec un fruit frais, un bol de lentilles, un verre d'eau citronné au réveil, un oignon cru dans une salade, un soupçon de curcuma dans une soupe chaude. Un geste, un vrai. Car au fond, c'est cela que j'ai appris. Après toutes ces années de médecine, de doutes, de découvertes, la santé ne se décrète pas, elle se cultive. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Après toutes ces années passées à exercer la médecine, à écouter, à apprendre,
À soigner, je me rends compte que la véritable transformation ne se produit pas dans les salles d'opération ni dans les prescriptions médicales, mais bien dans la conscience quotidienne de chacun face à sa santé. J'ai vu des personnes condamnées retrouver une seconde vie simplement parce qu'elles avaient décidé de changer. Pas tout d'un coup, mais petit à petit, avec respect, avec patience. Ce que nous avons exploré ensemble dans cette série, ce ne sont pas des recettes miracles, ce sont des vérités oubliées, des savoirs simples, enracinés dans la nature et validés par la science moderne. La puissance du curcuma, l'intelligence d'une lentille, l'élégance silencieuse d'un oignon cru, l'éveil qu'apporte un verre d'eau citronné au lever, ces gestes-là, pris séparément, peuvent sembler dérisoires. Mais mis ensemble, avec régularité, avec amour, ils deviennent une révolution douce dans la manière dont le corps vit, digère, pense et se défend. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, à consommer sans réfléchir, à attendre que la maladie vienne pour enfin s'en préoccuper. Mais il est temps d'inverser cette logique. Il est temps d'apprendre à honorer notre santé avant qu'elle ne s'effrite, à comprendre que chaque repas est un choix, chaque bouchée une direction, chaque silence une opportunité de s'écouter. Ce que je souhaite vous transmettre, au fond, c'est une forme de sagesse médicale et humaine, celle qui dit que la santé ne dépend pas uniquement des médecins, mais surtout de la manière dont nous vivons chaque jour. Et cela commence dans votre cuisine, cela commence dans vos courses, dans vos gestes simples, dans votre façon de vous nourrir ou de nourrir ceux que vous aimez. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour créer la peur, c'est pour réveiller l'espérance. Car il est encore temps, il est toujours temps, peu importe votre âge, votre parcours, vos erreurs passées. Le corps, lorsqu'il est bien nourri, bien écouté, a une capacité incroyable de réparation et de résilience. Et si vous lui offrez ce dont il a besoin, sans excès, sans rigidité, mais avec bienveillance, il saura vous remercier. Et maintenant, si je devais résumer tout cela en une seule leçon, ce serait celle-ci. Prenez soin de votre corps aujourd'hui, pour qu'il puisse prendre soin de vous demain. C'est une vérité simple, mais puissante. Ne la remettez pas à plus tard. Alors, comment appliquer cela concrètement dans votre vie? Commencez par un seul changement. Pas besoin de tout révolutionner. Ajoutez une bonne habitude à votre quotidien. Boire un verre d'eau tiède au citron le matin, introduire une portion de légumes crus chaque jour, cuisiner vos repas au lieu de les acheter préparés. Un pas après l'autre, vous changerez votre terrain intérieur. Et c'est ce terrain justement qui détermine votre santé future. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question toute simple. Quel est, selon vous, le premier petit geste que vous pourriez mettre en place dès demain matin pour mieux prendre soin de votre santé? A. Boire de l'eau citronnée au réveil. B. Ajoutez plus de légumes frais et crus dans vos repas. Écrivez votre réponse en commentaire ci-dessous. Cela me permettra de lire vos intentions, de vous connaître un peu mieux et peut-être aussi d'inspirer d'autres personnes qui liront vos réponses. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ce que je partage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais pour moi, c'est un signe fort qui m'encourage à continuer. Comme vous l'avez compris, je suis un médecin à la retraite. Je n'ai rien à vendre. Je n'attends rien, si ce n'est de pouvoir transmettre ce que la vie m'a appris à ceux qui en ont besoin. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne en faisant un don, même modeste. Cela m'aidera à continuer ce travail de recherche, de partage, de création de contenu utile et profond. Car oui, même à mon âge, je suis encore debout, encore passionné, encore convaincu que donner du sens à ce que l'on sait est le plus beau des gestes. Merci de m'avoir écouté, merci de me faire confiance et merci d'agir à votre rythme pour votre propre bien. À très bientôt.